sur fond d'une conception sensualiste qu'il présente en introduction à sa stylistique, Adelung développe ses consignes et réflexions concernant les discours efficaces en s'appuyant explicitement sur Cicéron et Quintilien. Ce dernier est cité à plusieurs reprises. Les discours efficaces doivent ainsi répondre aux critères des topoi de l'époque. L'euphonie doivent être clairs, déterminés, précis, complets et bien structurés. La notion qui sous-tend ici tous ces différents volets est celle de facilité d'accès au sens. Je cite Adelung, quelle que soit l'intention de l'écrivain, qu'il veuille instruire, divertir, émouvoir ou égayer, il doit être compris. L'expression linguistique est le moyen d'atteindre ces intentions supérieures et elles sont atteintes d'autant plus facilement que le lecteur rencontre moins de difficultés face à ces moyens. S'il bute là, donc le lecteur, s'il bute là ou s'il doit réfléchir longtemps ici, l'effet se perd et l'intention échoue à coup sûr. Le terme prolixité qui joue dans cette approche le rôle d'un terme pivot s'opposant à la brièveté concise est alors investi à différents niveaux. La prolixité a des sous-espèces qui sont chez Adelung intitulées le dilaté, l'aqueux, le dilué, l'absence de puissance, le traînant. La prolixité est un vitium qui s'explique ici fondamentalement par les conceptions mentales imparfaites du locuteur sur le fond de cette théorie sensualiste. L'imperfection peut avoir sa source dans la confusion de la pensée, les faveurs, ou correspondre à des pensées inachevées, à moitié achevées. La confusion peut concerner des concepts particuliers, des relations ou des ensembles de relations particulières, einzelne Zusammenhänge, ou la totalité des idées et de leurs relations dans un texte. Donc, Adelung parle alors de Gedankenzusammenhang ou de Verstand einer Rede, esprit d'un discours. Sur cet arrière-fond, Adelung précise que la prolixité au niveau du discours consiste du côté du locuteur à trop développer des idées secondaires, c'est classique, et partant de ne pas développer assez ni assez tôt les idées principales et les relations entre elles. S'attarder ainsi sur des idées secondaires affaiblit l'impression et l'effet des idées principales sur le destinataire, puisque celles-ci sont diluées dans le reste. La critique concerne donc ici aussi une mauvaise répartition des contenus informatifs et de leurs poids respectifs, mais porte aussi, en termes modernes, sur une progression textuelle inappropriée. Du côté du destinataire, la prolixité du discours conduit à la confusion dans son esprit. Le destinataire ne saura distinguer l'important du secondaire et ne pourra se concentrer sur les contenus centraux, voire ne saisira pas du tout ce qui est réellement important. La prolixité peut aussi consister en la répétition de la même pensée par différentes expressions linguistiques. Répétition que Adelung relie à un procédé psychologique de la part du locuteur qui chercherait à clarifier ses propres pensées en testant des variantes linguistiques. Ce phénomène renvoie ainsi de plus à une absence de maîtrise concernant les significations précises des expressions, notamment celles qui désignent des idées proches. Je cite, « On sent qu'on n'a pas encore la lumière adéquate soi-même, mais au lieu de prendre le temps de bien éclaircir la question, on veut céder des mots et se représente la pensée obscure sous différentes formes semblables et de cette manière on brouille le lecteur. » S'il peut y avoir, selon Adelung, aussi des raisons de prendre une pensée sous différents angles et perspectives, l'effet d'une répétition non fondée, unnötig, sur le destinataire est également une sorte de confusion. En lui soumettant deux ou plusieurs concepts, je cite, obscurs, donc concept obscur à la place d'un concept clair, le destinataire doit forcément voir l'image double. Par ailleurs, et ceci implique contre les représentants du Sturm und Drang, la prolixité peut aussi être causée par une imagination excessive et un amour non ordonné de la nouveauté. Alors, la prolixité est donc provoquée par un état de confusion de la part du locuteur à différents niveaux, par la non-maîtrise des significations des expressions, et nous le verrons maintenant, des structures linguistiques.
l'expression linguistique qui est associée maintenant par Adelung à ces différents états de confusion peut prendre des formes diverses. Et c'est là que je pense qu'Adelung innove et cherche vraiment à comprendre ce qui est sous-jacent à des effets de prolixité sur le locuteur. Alors sur les plans lexical et sémantique, la prolixité peut être provoquée au niveau de la formation des mots. Adelung reprend ici l'idée d'une prolixité immanente à une langue et en profite pour critiquer, comme à son habitude, l'allemand du Sud, das Oberdeutsche, comme un idiome prolixe en soi, car allongeant des mots par des syllabes inutiles qui détruiraient l'euphonie et surtout obscurciraient et affaiblirait le sens des mots. Et il appelle cela une vaine parure de syllabes. Et bon, ces exemples sont dahingegen à la place de hingegen ou dagegen, etc. La prolixité peut être provoquée par des mots indéterminés sans force, selon Adelung, plus simples sur le plan sémantique et correspondant à des lexèmes génériques en termes modernes. Par exemple, être à la place de se trouver, chose à la place d'objet, ou zo, le relatif zo à la place de welcher. Donc ce sont des expressions qui, en raison de leur indétermination sémantique, obligent le lecteur à identifier lui-même le sens précis dans un contexte. La prolixité peut être provoquée aussi, selon Adelung, par des métaphores ou des expressions recherchées à la place d'expressions non figurées et usuelles. Adelung suppose ici que la compréhension d'expressions non usuelles à la place d'une expression usuelle, dont le sens serait directement accessible, demande un effort, un effort supplémentaire de compréhension de la part du récepteur. Celui-ci serait d'ailleurs souvent obligé de retraduire l'expression nouvelle dans l'expression usuelle. De plus, le récepteur, face à une nouvelle expression, s'attendrait à quelque chose de nouveau et serait en général déçu puisque l'expression usuelle serait la plupart du temps la plus précise. La prolixité est aussi provoquée par des tautologies ou redondances. Par exemple, l'amiral parti avec sa flotte étant sous ses ordres, où l'amiral comporte déjà l'idée d'une flotte sous les ordres, et donc où le récepteur chercherait le sens supplémentaire qui serait apporté par cette précision et qui finalement n'est pas trouvable. Prolixité serait aussi provoquée par l'emploi de synonymes si les idées accessoires qui les distinguent ne contribuent pas à la compréhension du discours. La prolixité est aussi provoquée par des paraphrases à la place de termes techniques si ces paraphrases sont employées dans des textes qui s'adressent à des spécialistes. Dans un texte pour spécialistes, le terme technique a toute sa place et évite la prolixité, tandis que dans les textes qui s'adressent à des non-spécialistes, les paraphrases sont tout à fait utiles. On voit que la prolixité peut être reliée sur le plan morphologique et ou sémantique à des unités brèves ou moins brèves, plus ou moins complexes, mais elle est systématiquement reliée à ce qui, selon Adelung, se présente au récepteur comme plus difficile d'accès, d'une complexité supérieure pour les récepteurs dans la mesure où il doit procéder à des réajustements et un travail d'analyse supplémentaire pour avoir accès au sens. Cela est vrai aussi pour la prolixité provoquée par différentes structures syntaxiques, par exemple par la surcharge des propositions principales, avec des propositions subordonnées et de concepts secondaires, par l'accumulation de génitifs dans une structure enchevêtrée, ou par des structures trop simples. Ainsi, Adelung considère
que l'emploi de structures de coordination relève de la prolixité où les structures participiales ne provoquent ni malentendu ni obscurité. S'il se prononce ainsi en faveur de l'emploi de ces structures, rejetées par d'autres, on l'a vu, il identifie néanmoins beaucoup d'exemples où elles seraient une source d'obscurité et de confusion. Il semble alors être le premier, à ma connaissance, à chercher à expliciter la difficulté. Je cite, « Dans ces cas, c'est la dernière citation sur la diapo. Dans ces cas, c'est-à-dire des exemples ambigus qui viennent d'être cités dans son texte et dans 1000 autres semblables, le lecteur doit d'abord décomposer, décomposer dans ses pensées le participe obscur s'il veut obtenir un concept clair, et un écrivain qui attend de son lecteur qu'il accepte telle décomposition, traduction et ajout ne peut certainement pas prétendre à la beauté. Donc une structure participiale demanderait donc un travail de décodage supplémentaire au récepteur, supposé devoir souvent, pas toujours, mais souvent reconstruire une structure sujet-prédicat en plus de l'explicitation de la relation implicite. Au niveau de la topologie, la prolixité est engendrée par exemple par une multiplication de circonstanciels en fin de phrase qui est analysée comme une difficulté de compréhension pour le récepteur dans la mesure où cet ordre ne correspond pas à ses attentes. Elle est provoquée aussi par des relatives trop longues et les exemples de Adelung en fait concernent les verbes à particules séparables où on peut trouver donc la particule en fin d'énoncé avec une longue relative entre la base verbale et par les incidentes inutiles. Einschiebsel und Parenthesen. Je cite, lorsqu'on mélange des idées étrangères et qui ne participent pas à la clarté de l'idée principale, ce qui conduit à la dispersion de l'attention du lecteur, etc. Et finalement, la prolixité peut être provoquée par une répartition des contenus qui n'est pas appropriée à l'intention du locuteur, comme déjà évoqué, plus quelques précisions supplémentaires. Les idées, sur un plan quantitatif, selon Adelung, les idées secondaires ne doivent pas occuper autant de place que les idées principales. Elles peuvent même relever d'un certain flou. Adelung compare ce procédé de floutage à la fonte des couleurs qu'appliquent les peintres sur des détails à l'arrière-fond. Les idées secondaires ne doivent toutefois pas devenir méconnaissables, auquel cas Adelung compare l'effet du discours à une pièce de théâtre jouée dans le noir. L'absence de connexion explicite entre les idées exprimées et des ensembles d'idées peut, à première vue, curieusement, être source de prolixité. Adelung illustre ce phénomène par un extrait de Schubert, écrivain proche de Sturm und Drang. On doit probablement comprendre que celui-ci laisse libre cours à son imagination excessive dans le passage suivant où le lecteur se retrouve en effet face à une suite d'énoncés injonctifs dont la cohérence est inaccessible. Ceci nous conduit vers un dernier aspect, l'enfance des conceptions et du langage. Adelung soutient, cette fois-ci dans sa grammaire de 1782, que la langue et les langues se seraient développées à partir de l'alignement de structures simples, sujet-prédicat, et qu'avec le temps, des formes phrasales d'un côté de plus en plus composées, zusammengesetztere, se seraient développées à l'aide des conjonctions, et de l'autre, des formes de plus en plus abrégées, par la contraction des phrases, donc Zusammenziehung der Sätze. Adelung vise ici bien sûr les groupes participiaux, mais aussi les groupes infinitifs, les structures en donc afin de, et les structures adjectifs substantifs, tous considérés comme des structures contractées.
Les deux procédés sont alors présentés comme d'une part instaurant une complexité supérieure des constructions linguistiques et d'autre part comme conduisant à une réduction de la monotonie et de la prolixité originale. Alors, quelques mots concernant le concept opposé à la prolixité. Selon Adelung, la notion qui s'oppose à la prolixité, c'est la précision ou la bündige Kürze, donc la brièveté concise. Adelung souligne que la brièveté ne constitue pas une vertu en soi, car mal comprise et violant alors les idéaux de détermination et de clarté, elle conduit également à l'obscurité dans le discours et à la confusion du récepteur. Ainsi, outre les participes obscurs déjà évoqués, Adelung critique à son tour ceux des mots complexes qui heurteraient l'ouïe ou l'esprit et exigeant du récepteur de les décomposer en plusieurs mots, comme Blumen begrenzt, couronné de fleurs, ou encore des mots complexes non décomposables selon lui, malgré les efforts que le récepteur investirait dans l'analyse, comme unverhältnismäßig ou unentschuldbar à la place de unverzeihlich, donc non pardonnable pour le dernier exemple. Si les ellipses sont admises, notamment celles qui sont usuelles, les ellipses trop dures relèvent aussi de la brièveté mal comprise. Adelung critique notamment les ellipses où des éléments contribuant à la logique se trouvent non exprimés, exigeant là encore que le récepteur reconstruise les relations implicites, voire corrige ce qui est réalisé explicitement. Son exemple est le dernier que vous voyez sur la diapo. Il n'y a qu'il est compris, mais qu'il est dit seulement, ou le fait de taire dit qu'il après le mais pose une contradiction et un demi-non-sens. J'en arrive à ma conclusion. Dans les textes du XVIIIe siècle, avec un certain aboutissement, je dirais chez Adelung, nous avons pu constater que la prolixité opposée à la brièveté concise est conceptualisée sur fond des topoles des lumières, clarté et détermination du langage et des langues par rapport à des langues simples ou des langues dans leur enfance qui seraient nécessairement prolixes car manquant de lexique chez Leibniz et de structures complexes chez Adelung. Par rapport au contenu d'un discours, il a ciré des idées que le locuteur veut provoquer dans l'esprit du récepteur et donc aussi par rapport à l'effet que produit le discours sur le récepteur. Par rapport à une structuration et une progression du discours ajustée au point informatif des différents aspects, par rapport à la qualité d'analyse et la qualité intellectuelle du locuteur et sa maîtrise des significations lexicales et des structures grammaticales par rapport à différentes unités et structures linguistiques. Concernant ces derniers, nous avons pu observer que ni la prolixité ni la brièveté ne peuvent être reliées directement à la complexité ou la simplicité morphologique, sémantique, syntaxique. Les mêmes entités plus simples, comme les lexèmes génériques, structures de coordination, ou plus complexes, comme les groupes participiaux, les ellipses, sont présentées comme pouvant être source de brièveté concise ou de prolixité. Chez Adelung, nous avons cependant rencontré une approche relativement développée où l'effet de prolixité est intimement relié à la simplicité ou la complexité sémantique ou structurelle supposée du côté de la réception. Ainsi, il associe la prolixité aux expressions et structures qui, dans un contexte donné, demandent un effort relatif supplémentaire au récepteur et qui implique une complexité supérieure dans l'analyse du sens et dans l'accès au sens. Effort qui est supposé passer par des précisions, des décompositions, des transformations, des corrections, des ajouts, des traductions. Les deux notions, prolixité et brièveté, se trouvent ainsi déclinées en fonction de l'effort ou de la facilité avec laquelle le récepteur peut accéder au sens d'un lexème, d'une expression, d'une structure, d'un texte. Le linguistiquement plus complexe, s'il est usuel et son sens facilement accessible, se présente ainsi comme plus simple au niveau de la réception. Selon quoi
on trouve chez Adelung ce que nous dit aussi la recherche moderne. Je vous remercie. Merci Frédéric pour ton exposé, très intéressant. Maintenant, nous avons la possibilité de poser des questions. Faire des remarques. Appuyer sa main. Merci Frédéric. Tu fais apparaître quelque chose que je n'ai pas du tout pensé, enfin ce que tu dis à la fin, c'est-à-dire Adelung comme apportant de cas paramètres de la complexité pour le récepteur. Ça, je te suis reconnaissant parce que bon, pas du tout pensé à ça. Donc, on voit bien que la perspective générale, enfin tu as donné la couleur avec un rigole au départ, bon, c'est une perspective informationnelle et non pas morphosyntaxique, d'où ce que tu dis à plusieurs reprises sur le participe, ben, selon les circonstances, c'est complexe ou ça n'est pas. Bon, juste une question de demande d'information. On voit bien que bon, il n'aime pas le style Cominrank, enfin ça se voit. Certaines des critiques qu'il fait à la syntaxe, enfin Humboldt c'est un peu après, mais je me rappelle la syntaxe de Humboldt, pourquoi rendre fou quelqu'un comme Adelung. Alors, question de l'information, est-ce qu'il vise particulièrement un style d'écriture à son époque? Est-ce qu'il y a des groupes, enfin des écrivains ou des gens comme ça, à qui il en a particulièrement pour dire ce genre de choses? Oui, alors il y a Schubert qui est cité comme contre-exemple du style clair et déterminé. Il y a Schiller, die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts. Ne? Donc, sinon, je ne sais pas, il n'y a pas Goethe, il cite